Aujourd'hui, je reçois Razi Kanani, philosophe et islamologue. Avec elle, on a évoqué la culture et la religion musulmane, Mais c'est pour cela, personnellement, j'appelle à une réforme de l'islam. mais aussi la notion de voile pour la femme. Est-ce qu'une femme se sent totalement libre lorsqu'elle porte le voile? Le voile n'est pas une prescription islamique. Autrement dit, il n'est pas né, il n'est pas apparu avec l'arrivée de l'islam. Il existait avant. Bonne vidéo. Je vais commencer par vous montrer, comme je le fais dans chaque épisode, un extrait vidéo. Et à partir de cet extrait-là, je commencerai à vous poser des questions. Monsieur Fléché, Madame Fougère, Monsieur Mongaburu, Madame Olmos, Madame Confesson, Madame Martin, Madame Gidel, Madame Schumann, Madame Vous avez Kiel, déjà la liste? Madame Masson, Madame De toute Alonso, évidence, hein. Monsieur... Nous vous demandons de consulter les Grenoblois. Si vous êtes convaincu de votre vérité, vous devez la soumettre au débat. Le résultat est conforme à ce qui était prévu. C'est serré et ça passe. Donc voilà, nous on sait qu'on était à ce niveau-là, on sait qu'on avait une majorité. Et d'ailleurs c'est dans notre charte le fait que quand on dépose une délibération, c'est pour qu'elle soit votée. Nous avons donc décidé Donc c'était le vote à la mairie de Grenoble pour le port du burkini dans les piscines. Est-ce que pour vous, cette décision, on peut considérer ça comme une victoire pour l'inclusion de la place des femmes et de l'islam en France ? Je pense déjà que vous m'aviez montré cette vidéo parce que j'ai écrit une lettre ouverte au maire de Grenoble, Éric Piolle. Et donc vous savez que ma position était... je ne suis pas d'accord avec monsieur Éric Piolle sur plusieurs points. Tout d'abord, le burkini, c'est la version maillot de bain du voile. Et le voile est la pratique la plus discriminatoire visible dans l'espace extérieur à l'égard des femmes. Donc elle discrimine les femmes par rapport aux hommes et les femmes entre elles aussi, les femmes voilées, les femmes non voilées par rapport aux femmes voilées. Donc pour être clair, vous êtes contre le port du voile Évidemment. Donc c'est une pratique discriminatoire. On est dans un pays où l'égalité entre tous les hommes et les femmes, mais aussi tous les citoyens, est une devise de la République. Donc évidemment, je suis contre la position d'Éric Piolle. Je suis aussi contre sa démarche, étant donné qu'il a répété sur plusieurs chaînes de télévision et les ondes de radio que le port du voile, le burkini, donc le port du voile, était une pratique religieuse. Et évidemment, c'est pas le cas dans la pensée musulmane aujourd'hui, en tout cas personnellement, je dis que le voile n'est pas une prescription coranique, étant donné qu'il n'y a aucun verset qui dit que la femme doit dissimuler sa chevelure. Et la dissimulation de la chevelure est la pièce principale du voile. Autrement dit, une femme qui ne dissimule pas sa chevelure n'est pas considérée comme voilée. À partir de là, on peut dire, sans nous tromper, que le voile n'est pas une prescription coranique, car il y a 3 versets qui parlent d'une certaine façon de s'habiller pour la femme. Et le voile n'est pas une prescription islamique. Autrement dit, il n'est pas né, il n'est pas apparu avec l'arrivée de l'islam. Il existait avant. Donc il y a ce débat aujourd'hui au sein de la pensée musulmane et les conservateurs, évidemment, tiennent à l'idée que le voile est une prescription coranique. Donc le débat existe. Qu'un élu de la République comme Éric Piolle aille sur les chaînes de télé pour prendre position et dire que c'est une recommandation ou c'est une pratique religieuse, revient à dire qu'un élu de la République a pris position dans un débat théologique islamique, et encore il a pris position en faveur des conservateurs et de ceux qui disent que le voile est une prescription coranique. Moi, je trouve que sa position n'est pas conforme à la laïcité et en tant qu'élu de la République. Est-ce que c'est pas défendre la liberté individuelle aussi, de se dire que si une femme veut porter le voile, elle en a tout à fait le droit ? Je viens de le dire que lui, le fait de le dire, il a pris position dans un débat théologique. Et je ne vois pas Éric Piolle aller à la télé prendre position au sujet d'un débat théologique qui concerne l'Église.
et serait vu comme... Le problème pour vous, c'est qu'il est spécifiquement fait mention de l'islam. Et là, c'est un des points. Le deuxième point, évidemment, le voile n'a jamais été une liberté pour la femme dans la culture musulmane. Les écolos, les nouveaux féministes, le néo-féminisme en France, il extrait le voile islamique de son contexte théologique, culturel, historique, pour l'aborder d'une manière tout à fait en dehors de son contexte, ce qui nous donne une appréciation et un jugement totalement faussé. Donc quand on parle du voile, il faut l'aborder dans son contexte. Dans son contexte, notamment contexte religieux, le discours religieux, celui pour lequel la femme musulmane décide de se voiler, si c'est elle qui décide. Mais dans l'histoire du voile, la femme n'a jamais décidé de se voiler, c'est l'homme qui a imposé le voile comme un signe d'infériorité pour la femme. Donc le voile n'est pas un signe de liberté. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le voile est un signe de discrimination. On avait reçu Sarah El Attar sur notre plateau, juste ici, à votre place, qui, elle, disait justement que l'islam était une des religions les plus féministes, et elle porte le voile. Et elle le revendiquait fièrement de porter le voile, et elle disait que c'était totalement son choix et sa liberté. Et des femmes comme Sarah El Attar, je veux dire, il y en a aujourd'hui plein en France qui ne sont pas imposées, leur mari ne leur impose pas. Je ne comprends pas comment ces femmes puissent dire que l'islam, en tout cas tel qu'il est conçu et pratiqué par les musulmans jusqu'à aujourd'hui, comment on peut dire que ils respectent les droits des femmes, étant donné, enfin l'égalité entre les hommes et les femmes, étant donné que les inégalités successorales existent dans le Coran. La polygamie existe dans le Coran. Il y a un verset qui dit que l'autorité revient à l'homme. Il y a un verset, et c'est dans le même verset, qui dit que la femme doit l'obéissance à son mari. Et si elle ne lui obéit pas, elle a le droit de la frapper. Bon, certains disent non, on peut les interpréter autrement. Donc l'idée du voile comme une pratique que la femme choisit elle-même de le porter n'existe pas en islam, dans le discours religieux, ni dans les sociétés musulmanes. C'est une religion qui est fondée sur l'obéissance de l'individu à la communauté, l'obéissance de la femme à la communauté et à son mari, l'obéissance du peuple à celui qui détient l'autorité religieuse ou l'autorité politique. Donc c'est une morale qui est fondée sur le principe de l'obéissance. Mais du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est un peu qu'il y a une incompatibilité entre la culture occidentale et la culture islamique. Est-ce qu'il y a une incompatibilité ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de pratiquer l'islam, de venir d'une culture islamique et de vivre en France ? Tout dépend de la personne elle-même. Tous les musulmans ne sont pas pratiquants. Et tous ceux qu'on appelle musulmans ne sont pas réellement des musulmans dans le sens croire à une religion qu'on appelle l'islam. Beaucoup d'entre eux ne sont musulmans que de culture. Et d'autres, ils ont la foi, donc ils croient en Dieu, ils croient que le prophète Mohammed est le prophète de Dieu, mais ils ne vont pas au-delà de la foi. Il y a d'autres qui sont dans la pratique. Donc tout dépend de la personne. Maintenant, concernant votre question, l'islam tel qu'il est conçu et pratiqué aujourd'hui, évidemment, il est fondé sur des principes moraux et sociaux et politiques qui ne sont pas en faveur de l'égalité, notamment hommes-femmes, musulmans et non-musulmans, et du principe de la liberté, qui sont deux principes fondamentaux de la culture occidentale. Mais c'est pour cela, personnellement, j'appelle à une réforme de l'islam. Donc, si, en France ou dans le monde ? D'une manière générale, l'islam tout court d'ailleurs. J'ai parlé de ce sujet il y a quelques années où j'ai dit que la réforme de l'islam ne consiste pas, on ne réforme pas l'islam en France, mais on réforme l'islam tout court. Donc la réforme de l'islam est nécessaire si on a envie que l'islam soit compatible avec les valeurs de la liberté et de l'égalité.
Madame Razika Adnani. Alors moi, ma question concernera la problématique du burkini parce que je vois que vous êtes beaucoup en train de vous exprimer dans les médias sur ce sujet. D'ailleurs, je voudrais répondre à un de vos commentaires. Vous dites que ce qui est problématique avec le hijab, c'est qu'il est obligatoire et donc les femmes musulmanes sont obligées de se voiler. Alors vous confondez la prescription religieuse et leur application dans la réalité. Par exemple, la prière, qui est un des 5 piliers de l'islam et qui est obligatoire pour tous les musulmans, on sait très bien, vous comme moi, qu'elle n'est pas respectée par l'ensemble des musulmans, sans que pour autant ces musulmans qui ne respectent pas la prière ne soient pas considérés par la majorité des musulmans comme musulmans, et sans que, surtout en France, il y ait une pression énorme sur ces musulmans qui ne font pas la prière. Et ben c'est pareil avec le voile. Je veux dire, il y a des musulmanes qui ne portent pas le voile et qui sont considérées comme musulmanes par énormément d'autres musulmans. C'est parce que en fait c'est l'obligation si on veut devenir un musulman pieux. Bref, ça c'était une parenthèse, mais ma question est liée à cette parenthèse. C'est que quand je vois vos argumentaires, vous essayez de montrer pour interdire le burkini que ce n'est pas une prescription religieuse, que ce n'est pas obligatoire dans le vrai islam. Mais là, ça pose la question, est-ce que ce n'est pas vous qui est en train de contrevenir à la laïcité? Parce que la laïcité, ça implique que l'État n'a pas à interférer dans les questions religieuses, dans les questions théologiques. Savoir si le burkini ou si le hijab est obligatoire, c'est une question théologique et l'État n'a rien à dire dessus. L'État doit savoir si le port du voile, le port du burkini contrevient à la laïcité. Et là, c'est difficile à dire. Ça serait difficile que l'État dise que ça contrevient à la laïcité, parce que là, il est question de personnes qui ne sont pas agents de l'État, qui veulent se baigner avec un tissu sur la tête. Donc, il faut savoir si ces personnes qui veulent se baigner avec un tissu sur la tête, un tissu qui est adapté à la piscine, ça pourrait être un bonnet de bain, si ces personnes contreviennent à la laïcité. C'est ça la vraie question. Et la réponse, je pense qu'elle est non, mais j'attends d'avoir votre réponse et j'attends essayer d'avoir votre réponse sur la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de contrevenir à la laïcité en essayant de montrer à l'État que le burkini n'est pas une prescription religieuse? Tout d'abord, que ce soit un homme qui intervient pour défendre le voile, c'est la preuve que la femme ne choisit pas de se voiler, que c'est l'homme qui l'oblige à se voiler. Et je l'ai dit plusieurs fois dans mes interventions, ce sont toujours les hommes qui sont les premiers à réagir pour défendre le voile. C'est la preuve que derrière toute femme voilée, il y a un homme. Et lui, c'est un homme qui est derrière toutes les femmes voilées qui l'écoutent au moins. Donc c'est ainsi que c'est dans toute l'histoire du voile. Il y a toujours un homme derrière les femmes qui portent le voile ou qui ont porté le voile. Le père, comme on appelle Saint Paul, c'était bien un homme qui a imposé le voile, le foulard aux femmes. Et même en islam, le prophète Mohammed est un homme. Et les religieux sont toujours des hommes. Les frères musulmans qui ont travaillé pour obliger les femmes musulmanes à reprendre le voile après l'avoir abandonné en grande partie, même si ce n'était pas toutes les femmes au début du XXe siècle, c'était aussi des hommes. Donc derrière toute femme voilée, je répète, il y a un homme. Ensuite, il parle de la laïcité et il dit que le fait que je parle de la laïcité, c'est une entrave, du voile, pardon, c'est une entrave à la laïcité. Je pense que moi, je ne suis pas un élu de la République ou une élue de la République. Donc, je parle du voile et j'ai le droit de parler de ce sujet. Et cela ne touche en rien le principe de la laïcité. Ensuite, je pense qu'il a posé la question pourquoi dire que le voile est une obligation alors qu'on n'oblige pas on n'oblige pas les musulmans à faire la prière. Je pense que c'est la question qu'il a posée. On n'oblige pas les hommes ou les musulmans à faire la prière, les hommes ou les femmes, mais n'empêche que le discours religieux, quand il parle de la prière, il dit que c'est une obligation religieuse. Exactement, comme le voile. Il ne va pas obliger, même si dans certains milieux, si,
Il suffit de regarder l'Afghanistan, par exemple. Il suffit de regarder l'Iran, où les femmes qui ne se voilent pas risquent d'aller en prison. Il suffit d'aller dans certains quartiers en Algérie, au Maroc, où la femme ne peut pas sortir sans être voilée, bien qu'à Alger, il y a beaucoup de femmes, et dans les grandes villes, qui sortent et qui sans porter le voile. Donc, tout dépend dans quel milieu on est. Et on vit. Et donc, le voile est toujours présenté comme une obligation religieuse dans le discours religieux. Comme c'est le cas du Ramadan, comme c'est le cas de la prière. Il faut savoir, et j'en ai parlé aussi de ce sujet, de plus en plus le discours religieux présente le voile comme une condition pour que la femme soit une musulmane. Et là, j'ai dit qu'il y a même une déviation théologique grave, car dans le domaine théologique musulman, pour qu'une personne soit musulmane, il y a 5 piliers de la pratique de l'islam, où le voile ne fait pas partie de ces 5 piliers. D'ailleurs, je me suis posé la question, la femme ne porte pas le voile toute la journée, de toute manière. Chez elle, elle ne le porte pas. Et si, est-ce que cela veut dire que chez elle, elle n'est pas musulmane? Car chez elle, elle ne le porte pas. Dans son bain, elle ne le porte pas. Est-ce que quand elle est dans son bain, elle n'est pas musulmane? Si le voile est une condition qui fait que la femme appartient à l'islam. Donc, le voile n'est pas une condition de l'appartenance de la femme à l'islam. Voilà, il ne fait pas partie des principes fondateurs de l'islam, qui sont 3 principes. Dieu existe, Mohammed son prophète, le Coran, c'est son livre sacré, le livre de Dieu sacré. Il ne fait pas partie des 5 principes de la pratique de l'islam que je viens de citer. Je voulais aussi vous poser une question. On a parlé tout à l'heure du port du voile. Je ne sais pas si vous avez vu récemment Diams. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'interview de Diams. Oui, j'ai entendu parler de cette interview. Oui. Justement, qu'est-ce que vous diriez à Diams aujourd'hui, qui semble épanoui dans sa pratique de la religion, qui fait son interview voilée, qui dit être passé par des phases difficiles et que l'islam l'a sauvé? Est-ce que vous lui diriez, t'as tort de te voiler aujourd'hui? Vous savez combien de femmes j'ai connues dans ma vie qui m'ont dit qu'avec leur voile, elles étaient épanouies? Avant Diams, j'en ai connu beaucoup. Et j'en ai connu aussi beaucoup de ces femmes. Et quand on discute avec elles, et quand on cherche réellement à comprendre, on réalise que ce n'est pas vrai du tout. Car personnellement, je ne crois pas qu'une femme accepte facilement de se soumettre en situation d'infériorité. Car le voile, il met la femme en situation d'infériorité par rapport à l'homme. Car le voile lui dit que son corps pose problème. Je ne pense pas qu'une femme est épanouie quand elle pense que son corps pose problème. Je ne pense pas qu'une femme est épanouie quand elle pense que l'homme qui est en face d'elle, il ne regarde que son corps. Que dès lors qu'elle ne cache pas ce corps, l'homme ne verra en elle que le corps. Je ne pense pas que cette femme est épanouie ou qu'elle puisse être épanouie. Très bien. Et enfin, est-ce que vous avez une phrase qui vous accompagne au quotidien, que vous souhaitez partager? Aujourd'hui, je dis tout simplement que l'humanité a réalisé ce pas énorme vers sa maturité. Il faut le préserver et ne pas faire de marche arrière vers peut-être une époque où l'égalité n'était pas du tout connue, où les êtres humains ne respectaient pas la liberté de l'autre. Il faut savoir que quand on vit en Occident et on se promène dans l'espace extérieur, on constate des comportements. Et quand on va dans un pays musulman et qu'on sort dehors et qu'on se promène, on constate aussi des comportements. Et on fait la comparaison. On réalise que l'humain a réalisé plus de maturité, en tout cas, dans ces sociétés qui respectent l'égalité et la liberté de tous. Merci beaucoup, Raksha. Merci à vous. Cet épisode de Coureuil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.